Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence. Pour la toute première fois en Outaouais, Causerie Gatineau est fière de vous présenter un invité d'exception. Un homme intègre, reconnu et respecté à l'échelle mondiale pour son honnêteté intellectuelle et sa rigueur scientifique quasi chirurgicale. Il incarne l'excellence et l'engagement dans la recherche de la vérité. Petite mention, le titre de sa conférence a été modifié en cours de route. Donc le nouveau titre, c'est « Mes pensées les plus profondes sur la santé et l'état du monde ». Donc sans plus attendre, veuillez accueillir chaleureusement le professeur Denis Rancourt. Je veux d'abord remercier Robert et tous les organisateurs de cette belle invitation. Puis je veux surtout, même encore plus, remercier les mères. C'est la fête des mères aujourd'hui. Puis heureusement, mon épouse a pu être là. Bon. Je vais vous dire des choses à propos de la santé. Moi ma présentation va être plutôt théorique. Ça va être des grandes idées, des idées qui englobent tout et qui vont en profondeur. J'ai l'habitude de travailler en tant que scientifique dans les détails, dans la précision, dans l'analyse statistique des données, une recherche. J'essaie de toujours faire une recherche très percutante et qui a un impact sur les enjeux de société, etc. Mais là, aujourd'hui, je vais présenter des grandes idées parce que on s'aperçoit quand on est chercheur et qu'on en fait une vie, on en fait une carrière, on s'aperçoit que la plupart des choses connues, en guillemets, en fait, c'est des mensonges, c'est des faussetés, c'est des illusions. Et c'est très, très difficile de voir la réalité telle qu'elle est, on espère réellement. Et on a des aperçus comme ça, et on attrape des grandes idées. Et je vais faire un effort pour en communiquer certaines de ces grandes idées-là que j'ai réussi à voir et à toucher, et dont je me suis convaincu moi-même. Et donc, la première idée très, très importante par rapport à la santé de l'individu. Vous savez, la santé de l'individu dans une société, le facteur le plus important, le plus déterminant de cette santé, comment souvent on va être malade, si on va mourir plutôt jeune, etc. Le facteur le plus important, le plus déterminant, c'est notre position dans la hiérarchie qu'est la société. En d'autres mots, notre statut socio-économique, notre statut dans cette échelle, qui est une échelle de dominance, d'oppression, et qui est basée sur une violence continue pour garder tout le monde dans sa place et pour garder ceux sous nous dans leur place, etc. Et donc, il y a nécessairement dans tous les groupes d'animaux sociaux, à partir des insectes jusqu'aux mammifères les plus sophistiqués, les animaux sociaux construisent et maintiennent une hiérarchie de dominance. Et cette hiérarchie de dominance donne un avantage évolutif à l'espèce. Crée un système qui est puissant, qui est protégé, qui trouve des ressources, etc., qui change même son environnement. Alors c'est à travers ce processus de développement, à travers des millions d'années, que tous les animaux sociaux ont développé comme ça des hiérarchies de dominance. Et cette hiérarchie est nécessairement accompagnée d'une hiérarchie de la santé aussi. Ça va ensemble. Je ne veux pas dire que l'oppression qu'on subit est justifiée, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a des grandes lois de la nature qui sont sous-jacentes à notre expérience humaine. Alors je vais parler un peu de ces choses-là. Et la raison que le mécanisme de cette hiérarchie de dominance et de sa violence, c'est à travers une quantité qui s'appelle le stress
biologique ou physiologique, psychologique, le stress. Le stress qui vient de cette violence constante pour nous garder dans notre place. Alors, le stress biologique, donc, est la cause principale des maladies les plus tueurs, comme le cancer, les maladies reliées aux conditions cardiaques, et aussi les infections. Dans l'histoire de l'humanité, les infections de toutes sortes, c'était la cause principale de la mortalité. Si on se battait avec un animal et qu'on subissait une blessure qui s'infectait, on pouvait en mourir. C'est très grave. Donc les batailles, même entre individus d'une même espèce, c'était à haut risque parce que les blessures pouvaient mener à la mort à travers l'infection. Donc les infections ont toujours été très, très dominantes. Et à l'ère moderne de notre espèce, les infections sont moins importantes et redeviennent importantes dans notre état le plus faible quand on est plus âgé. Et donc les autres maladies comme le cancer et les maladies cardiaques jouent un rôle plus important. Alors, c'est à travers le stress qu'on subit une attaque qui nous rend vulnérables à toutes ces maladies, à ces infections. Et une des façons que le stress peut nous tuer, une des façons que l'infection peut nous tuer, il y a des vrais pathogènes dans l'environnement. Il y a des insectes, des animaux qui peuvent habiter notre système digestif, etc., et qui peuvent essentiellement nous tuer. Ça existe, c'est vrai. Mais dans les temps modernes, dans les sociétés avancées, on a éliminé beaucoup l'importance de ces pathogènes-là, mais il reste que dans notre corps, on a des microbiomes. Il y a en nous des millions de différentes espèces d'animaux microscopiques qui habitent à la surface de notre peau. Donc, il y a un microbiome dont l'environnement, c'est notre peau. Il y en a un deuxième qui est toute notre voie digestive. Le microbiome de la voie digestive est très, très important. Et puis, l'autre microbiome, c'est dans nos voies respiratoires et dans les poumons. Ces microbiomes-là sont en symbiose avec nous à l'état quand on est en bonne santé. Si on est perturbé, entre autres par le stress, ou par des batailles, ou par des déséquilibres, ou par des grands changements dans notre vie, ces microbiomes peuvent être débalancés à un point où certains des micro-organismes prennent le dessus, qui sont très néfastes pour la santé, qui peuvent même produire des substances toxiques, etc. Et donc, beaucoup des maladies respiratoires sont de ce type-là. Les maladies respiratoires qu'on peut avoir, souvent, ça peut être de l'auto-infection. On n'a pas besoin d'attraper quelque chose. Tous les pathogènes qui pourraient nous tuer sont déjà en nous. Et en petite quantité, ils sont en équilibre. Et il y a toute une écologie là, de microbes qui habitent nos voies respiratoires. Donc, un des modes qui tuent les plus communs, c'est une pneumonie essentiellement, qui est du type où on s'infecte, on est auto-infecté par un déséquilibre dans notre microbiome. Et ça, même les médecins et les scientifiques actuellement sont en train de le reconnaître, que l'idée de la transmission n'est pas du tout nécessaire, et puis que beaucoup des maladies respiratoires sont essentiellement dues à notre sensibilité à ça, surtout en vieillissant, et dépendant de nos circonstances, et dépendant des stress qu'on subit, on peut rapidement attraper une pneumonie et en mourir en dedans de quelques jours, très rapidement. Et donc, ça explique en quoi l'industrie pharmaceutique peut exploiter ça. On peut parler de nouveaux pathogènes et parler qu'on a besoin d'une protection contre ce pathogène-là, et on peut pointer du doigt à tous les gens qui souffrent de problèmes respiratoires et dire « ah, et il se répand, et il y en a de plus en plus, et on a besoin d'un vaccin, et on a besoin de toutes sortes de choses. » Et donc, mais la réalité,
c'est que c'est le stress qui tue, et c'est un stress qui vient de deux sources. Quand on considère l'individu, il y a le stress externe du patron, des autres membres de la société qui nous attaquent, qui nous oppressent, qui nous agressent de toutes sortes de façons. Ça, c'est un stress externe à l'individu qui peut être très important. Les gens qui ont subi une situation vraiment malsaine au travail savent exactement de quoi je parle quand je dis ça. Ça peut facilement tuer un individu. Et il y a un autre type de stress qui est très important, c'est le stress interne qu'on peut autogénérer. Parce qu'on a, en tant qu'individu, on a une image de soi que l'on maintient et que l'on construit, où on se voit notre place dans notre société. Ça donne un sens à notre vie et ça donne un sens à notre travail, à nos efforts, etc. Et donc l'image qu'on a de soi, si cette image-là est menacée ou mise en danger, ça peut créer un stress interne énorme. Et ça aussi, ça peut tuer. Donc des personnes qui ont toujours eu l'image d'eux-mêmes, qu'ils veulent avoir une certaine place dans la société et qui travaillent très fort pour l'avoir, et que du jour au lendemain, ils ont un patron qui les détruit. Il y a des choses qui arrivent qui font qu'ils perdent leur emploi, ils perdent leur position dans la société, et c'était très rattaché à leur image d'eux-mêmes. Ils vont être malades rapidement, et ils vont attraper toutes sortes de maladies. Ils vont être mis dans le système médical qui ne va pas les aider, et éventuellement, ils vont mourir. Donc, il y a deux chemins à travers le stress se joue dans notre vie, mais c'est vraiment ce stress et qui s'exprime dans cette structure hiérarchique qui est la cause principale des manquements en santé, plus que n'importe quoi d'autre, plus que les substances toxiques qui peuvent être dans l'environnement, plus que tous les efforts que toutes les corporations et les gouvernements font pour nous empoisonner, et ils en font plein d'efforts, et ça a certainement un impact. Mais plus que tout ça, en gros, la santé et la longue vie et le bien-être, ça vient d'une société qui est en santé, où la hiérarchie n'est pas trop abusive, une hiérarchie en santé, une hiérarchie qui permet la place à chacun et que ça soit satisfaisant et où il n'y a pas des grandes injustices par rapport à cette hiérarchie. Okay? Donc, il y a des études scientifiques qui ont montré récemment que les hiérarchies que les animaux sociaux construisent sont contrôlées, leur stabilité est contrôlée par deux paramètres. Je vais vous expliquer ça parce que c'est trop important. C'est une étude scientifique qui vient de sortir il y a quelques années. Alors, cette étude scientifique, c'est une étude théorique écrite par des physiciens, et ils ont essayé de modéliser comment est-ce qu'une hiérarchie d'individus qui interagissent s'installe et qu'est-ce qui la stabilise. Et ils ont fait ça à partir des principes premiers, le modèle le plus simple. Et ils ont trouvé qu'il y avait deux choses dans cette hiérarchie, deux paramètres importants qui déterminaient si on allait vers un état totalitaire, malsain pour la santé de tout le monde, ou vers un état qui est plus proche d'une démocratie idéale, où les gens ont une certaine influence et peuvent régler des injustices, etc. Alors, les deux paramètres sont les suivants. La violence de la hiérarchie. Et la violence se mesure comme suit. Quand on veut nous mettre à notre place et on veut nous punir parce qu'on a dépassé les règles de cette société, est-ce que la punition est déproportionnelle, est trop exagérée? Est-ce qu'on se fait mettre en prison pendant des années pour quelque chose de mineur, quand on s'est exprimé ou des choses comme ça? Est-ce que les punitions de tous les jours dans la hiérarchie sont trop violentes?
plus les punitions sont violentes et déproportionnées, plus la société est une société violente. Ça, c'est un paramètre. L'autre paramètre, c'est à quel point la société est autoritaire. Ça veut dire, quand l'individu dépasse un peu les bornes et demande ou est puni, mais estime que la punition est injuste et a un conflit avec le système ou avec d'autres individus, quand il y a un conflit, quand l'individu veut se protéger, veut se défendre et qu'il y a un conflit, est-ce que sa place dans la société, son statut social, détermine complètement s'il va gagner cette petite bataille ou pas? S'il n'y a aucune chance de gagner, dès que tu vas contre quelqu'un d'un peu plus puissant, qui a un statut social un peu plus élevé, ou une institution qui est un peu plus puissante, si tu n'as aucune chance de gagner, ça c'est un système très autoritaire. Ça c'est le maximum de système autoritaire. Si par contre, des fois, tu peux régler les injustices, le juge va t'entendre, va donner une certaine justice, ça c'est un système qui est moins autoritaire. Alors quand on regarde ces deux paramètres-là, à quel point le système est autoritaire et à quel point il est violent dans les punitions, si on va trop loin du côté autoritaire ou du côté violent, si on n'est pas à un bon endroit, toute la société évolue vers un système totalitaire, où tout le monde se fait écraser et il y a juste une élite très petite qui a tout le pouvoir. La société va d'elle-même spontanément évoluer vers un système totalitaire, toujours s'il y a un peu trop de violence ou un peu trop d'autoritaire. Et donc, les institutions ont le besoin de trouver un juste équilibre. Il faut qu'il y ait une certaine justice et il faut que la société ne soit pas trop violente. Parce que dès qu'on dépasse certaines bornes dans ces paramètres-là, on va évoluer rapidement vers un système totalitaire. Et si on est assez loin de ces limites-là, on peut rester pendant un certain temps, un long temps, dans un système qui est relativement juste et qu'on appellerait une démocratie où l'individu peut avoir de l'influence. Donc cette théorie nouvelle en physique a expliqué tout ça. Et elle explique aussi qu'il y a toujours une dérive lente vers un système autoritaire. Et que ça prend une action politique ou autre pour ramener constamment le système, si on veut un système juste. Bon, je suis allé théorique là, mais c'était pour faire le lien entre la grande structure dans laquelle on est imbriqué et la santé individuelle. C'est comme ça que les deux se rattachent. Et alors, dans un de mes écrits, j'ai expliqué que c'est pas un accident que le stress nous rend malades. C'est un avantage dans le processus de l'évolution que l'espèce animale soit rendue malade par le stress. Parce que ça fait en sorte qu'on peut établir une hiérarchie de dominance. Il faut que ceux qu'on veut écraser soient moins capables de se défendre, soient malades plus souvent, soient plus faibles, et comme ça, on réussit à, je vais à l'extrême là, mais c'est comme ça qu'on réussit à établir une hiérarchie de dominance. Si on pense à certains insectes, comme les abeilles par exemple, en bas de l'échelle, les individus n'ont même pas la capacité physiologique de se reproduire. Et c'est des travailleurs jusqu'à la mort et c'est tout. Et donc, il y a une évolution qui les a amenés là. Et on a tendance à penser que les mammifères sont différents. Et qu'on est loin de ça et que nous, on a une liberté individuelle et qu'on décide des choses et qu'on décide de la société. Mais en fait, il y a des lois biologiques importantes qui créent ce lien entre le stress et la maladie et qui font en sorte que là où on veut installer une hiérarchie de dominance, ben, il y a moyen de le faire à travers
affaiblir les gens par l'agression via le stress. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça l'image, là, pour commencer à comprendre dans quoi on est embarqué là-dedans. Là. Et il y a un extrême, il y a toujours cet extrême totalitaire qui menace et que beaucoup de personnes puissantes veulent aller rapidement vers ça ou font des choses qui nous amènent rapidement vers ça. Et ça, j'appellerais ça la corruption. Alors, comment définir la corruption? La corruption, c'est l'individu ou le groupe qui travaille à son avantage, mais d'une façon qui est destructeur de la société, qui déstabilise la société et qui l'amène plus vers un état totalitaire qui va faire que la plupart des gens vont être en manque de ressources, vont être malades, etc. La corruption, c'est ça. Quand les institutions, les individus, les personnes plus riches font des choses pour leur bien, pour leur avancement professionnel, etc., mais que ces choses qui détruisent fondamentalement la société et sa stabilité, c'est ça la corruption. Et c'est toujours la corruption qui nous mène vers une société qui éventuellement, dans beaucoup de cas, ça mène à la guerre. Ça mène à une instabilité telle que les tensions sont telles que ça rend la situation, la guerre, possible et probable. Maintenant, ça c'est, j'ai embarqué tout de suite dans ces idées-là de hiérarchie, mais je veux revenir un peu en arrière pour vous raconter des grandes réalités par rapport à la mortalité qu'on ne connaît pas et que même les médecins apprennent pas dans leur cours de médecine. Je dis même les médecins, peut-être que je devrais dire surtout les médecins. La mortalité, quand on la mesure dans une société, le nombre de morts par année, par exemple, eh bien, elle est saisonnière. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent l'hiver que l'été. Beaucoup plus. Et c'est un patron saisonnier très régulier. Il y a un creux l'été, un maximum l'hiver. Un creux l'été, un maximum l'hiver. Et ça, on le mesure depuis plus d'une centaine d'années avec grande précision dans les sociétés qui mesurent ces statistiques-là. Et c'est robuste. Essentiellement, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. L'amplitude de la mortalité est plus grande quand on a une société plus primitive qui a plus de misère. Par exemple, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une très grande différence entre l'hiver et l'été dans l'hémisphère nord. Et cette différence, l'amplitude diminue et diminue jusqu'à nos jours, mais il reste qu'il y a un 10-20% plus de mortalité l'hiver que l'été. Okay? C'est presque une loi de la nature. Et quand on va dans l'hémisphère sud, c'est pendant leur hiver qu'ils ont plus de mortalité, donc c'est pendant notre été. C'est renversé. Et près de l'équateur, il n'y a pas d'effet saisonnier de la mortalité. Donc il y a un phénomène global qui est relié aux saisons, qui touche de très près la mortalité. Et quand on parle de mortalité, on parle des gens qui meurent. Les gens qui meurent, c'est qui? C'est les personnes plus âgées. Pour la plupart. Évidemment, la mortalité enfantine, c'est très important, mais je veux dire, le gros de la mortalité, c'est les personnes âgées. Parce que ça, c'est une autre loi fondamentale de la vie que les médecins n'apprennent pas et qu'on ne sait généralement pas. C'est la chose suivante. Le risque de mourir dans la prochaine année augmente exponentielle avec l'âge. C'est une loi exponentielle précise. Et le temps de dédoublement de ce risque, c'est environ 10 ans pour l'espèce humaine. À toutes les 10 ans de vie, le risque qu'on a de mourir dans l'année qui vient double. Ça, c'est une grande découverte en épidémiologie
Et on ne comprend pas l'origine de ce phénomène-là. C'est pas encore connu. Moi, j'ai creusé pour trouver tous les articles scientifiques qui pouvaient parler de ça. J'ai étudié ça en détail et j'en conclus qu'il y a monsieur un tel qui a une idée, madame un tel qui a une idée, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ni pourquoi. Ça serait exponentiel. C'est pas n'importe quoi, c'est une loi mathématique précise. Et ce temps de dédoublement, pourquoi ça serait 10 ans? Et pourquoi dans d'autres espèces animales, c'est moins d'années ou plus d'années? Ça peut être, chez un petit mammifère, ça peut être un temps de dédoublement de 6 mois. C'est un autre mammifère, ça peut être 20 ou 25 ans, pas 10 ans. Et donc ça, c'est une autre loi de l'espèce humaine qu'on n'apprend jamais. C'était quand même des grosses choses, là. Et c'est quand même intéressant de pouvoir savoir que les 10 ans de plus de vie qu'on a fait, là, ça a doublé notre chance de mourir éventuellement. Ça nous accroche dans la réalité. Bon, ça, c'est certaines des grandes idées que je voulais je viens de j'espère que je ne vais pas trop ébranler avec ces idées-là, mais je voulais vous communiquer ces choses-là. Et maintenant, je voudrais répondre, avant de finir, parce que j'avais planifié que ça ne prenne pas trop longtemps, comme ça laisse beaucoup de temps pour les questions. Je voudrais répondre à la question, c'était quoi COVID? Qu'est-ce que c'était COVID? Ben, c'était, de toute évidence, et c'est bien établi, une campagne militaire planifiée et exécutée de A à Z par les puissances du monde occidental, sans aucun doute. C'est bien documenté, c'était ça COVID. Les excès de mortalité que j'ai étudiés en grand détail pendant maintenant de nombreuses années, j'ai écrit plus d'une vingtaine de gros rapports scientifiques, certains ont plusieurs centaines de pages. J'ai étudié en détail la mortalité. La mortalité excédentaire, au-delà de la normale, qui a eu lieu pendant COVID, est entièrement associée aux mesures qu'on a imposées, au mandat et aux façons que le système nous a agressés avec leurs règles et leurs mesures sanitaires. Toute la mortalité COVID est directement et proportionnellement associée à cette agression-là et à rien d'autre. Il n'y a pas eu de transmission d'un pathogène. Quand on regarde la mortalité à l'échelle du monde, en fonction des pays, en fonction des provinces au Canada, en fonction des régions au Québec, et j'ai fait tout ça, j'ai écrit plein de rapports scientifiques là-dessus, en fonction des comtés aux États-Unis. Quand on regarde cette mortalité-là, et comment elle a évolué dans le temps pendant 3, 4, 5 ans pendant la période COVID, on peut démontrer que rien ne se répandait. Il y a une mortalité très localisée là où on a tué les gens. Une agression en hôpital et dans les maisons de soins, etc. Et cette haute mortalité ne se répand pas dans des juridictions qui sont juste à côté où on n'a pas fait ces choses-là. Et ça, c'est systématique dans tout le monde. Par exemple, en Europe, dans l'Europe traditionnellement de l'Ouest, les hôpitaux ont répondu immédiatement aux directives de l'OMS et il y a eu un pic de mortalité immédiat quand on a annoncé la pandémie. Dans certains points chauds, dans beaucoup de pays européens de l'Ouest, dans les pays européens traditionnellement de l'Est, qui sont beaucoup plus méfiants des institutions, beaucoup plus méfiants de ce qu'on dit dans l'Ouest, etc., il n'y a eu aucune surmortalité. C'était un désert de surmortalité. Alors, ça voudrait dire que ce pathogène très dangereux qui se répand férocement a refusé d'aller en Europe de l'Est. Il a refusé de traverser cette frontière.
OK? Si on regarde l'Italie, le nord de l'Italie, il y avait une très grande mortalité au début. Surmortalité épouvantable. On a dit que c'était parce qu'il y avait des aéroports, c'est parce que des personnes âgées, etc. Exactement toutes les mêmes situations étaient présentes à Rome, dans le même pays, et il n'y a eu aucune surmortalité à Rome. Parce qu'on n'a pas fait les mêmes mesures dans les centres d'urgence hospitaliers à Rome qu'on a fait à Milan. À Milan, on mettait 2 patients par ventilateur mécanique. Immédiatement, si tu avais des symptômes, on voulait te sauver la vie, on t'encourageait à venir, on te mettait dans des systèmes d'urgence et on a tué un grand nombre de personnes rapidement. Un autre indice très clair qu'il n'y avait pas un pathogène qui se répandait, c'est qu'à l'échelle du monde, dans des centaines et des milliers de juridictions que j'ai personnellement étudié les statistiques, à l'échelle du monde, il n'y a pas eu de surmortalité. Aucune, jusqu'à temps que l'OMS annonce une pandémie. La date, le 11 mars 2020, ils ont annoncé une pandémie et ils ont dit, là, les professionnels, les hôpitaux, c'est le temps d'agir parce qu'on veut sauver des vies et vous devez faire telle et telle chose. Et tous les médecins, dans beaucoup de centres, surtout les grands centres hospitaliers, ont commencé à faire des choses et ça a créé des points chauds de mortalité. Mais il n'y en avait pas avant cette date, aucunement nulle part dans le monde. Et ces pics de mortalité ont monté en flèche à cette date précise, de façon synchrone, dans tout l'hémisphère nord. Ça s'est allumé en même temps. Alors que tous les modèles mathématiques de transmission dans lesquels ces chercheurs croient, exige que si le nouveau pathogène s'est développé en Chine, ben ça prend du temps avant de se rendre dans les différents pays. Il faut que ça se répande par vol d'avion, etc. Il y a toute une dynamique théorique qu'on impose. Et quand on étudie ces modèles théoriques-là, ça ne colle absolument pas avec ce qu'on observe dans la mortalité. Donc, en conclusion, il n'y a pas eu de pandémie. Il y a eu une agression violente à grande échelle sur des populations vulnérables. Le facteur qui est le corrélé le plus fortement avec la mortalité pendant le COVID, c'est la pauvreté. Et les gens pauvres qui mouraient le plus, c'était des gens pauvres qui habitaient proches des gens riches. Des gens riches qui leur payaient des hôpitaux et des soins médicaux. Si vous êtes pauvre, évitez les gens riches. Il ne faut pas habiter près d'eux, il ne faut pas habiter dans une comté proche d'une comté riche, il faut absolument s'éloigner parce que vous êtes à haut risque quand il y a des événements de ce type-là. OK? Si j'ai raison de dire qu'il n'y a pas eu de pandémie, une partie des mandats, c'était la vaccination. Et nous avons été ceux qui ont fait le calcul la première fois, où on a démontré que, en association dans le temps précise, entre un déploiement de vaccins, surtout les boosters, il y avait une corrélation avec la mortalité énorme. Dès qu'on déployait un booster dans une juridiction, il y avait un pic de mortalité. Et ça, on l'a montré dans maintes pays et provinces de pays, etc. Et on a calculé que le taux, la mortalité qui était due au vaccin à l'échelle du monde était à peu près, qui était associée, pas nécessairement due, mais associée dans le temps au vaccin, c'était 17 millions. Et ce 17 millions a été rapporté partout et ça a fâché certains médecins de l'establishment, etc. Mais c'est ce qu'on a calculé. Maintenant, ça ne veut pas dire que le vaccin, la toxicité même du produit a directement tué 17 millions de personnes. Ça ne veut pas dire ça.
Mais ça veut dire qu'il y a une association entre ces campagnes agressives de vaccination dans les hôpitaux, dans les places où il y a des personnes très fragiles, et leur mort imminente. OK? Donc, c'est 17 millions à l'échelle de la planète. En tout, pendant la période COVID, il y a eu plus de 30 millions de morts de personnes qui ne seraient pas mortes normalement si on suit l'évolution de la mortalité. Et donc, ça voudrait dire que cette agression militaire qui a été la période COVID a tué plus de 30 millions de personnes à l'échelle de la planète. Et si j'ai raison de conclure que ce n'est pas un pathogène qui se répand, ce n'est pas du tout ça qui a tué les gens, ça veut dire que toute cette histoire à propos des biolaboratoires, des expériences militaires pour créer un virus plus dangereux, etc., que ça n'a à peu près aucune pertinence. Parce qu'il n'y a rien qui se répandait. Que ce virus qu'on imagine ou qu'on propose ou qu'on avance et qu'on veut faire croire à ce virus très dangereux, ben, qu'il soit venu d'un laboratoire ou d'une chauve-souris ou d'un singe ou de je ne sais pas quoi, il n'y a pas d'évidence concrète qu'un virus se répandait et que c'est un virus qui a causé la mortalité dans le monde. Alors arrêtons de dire ça. Ça veut aussi dire que aucun pathogène spécial est à l'origine de ce phénomène-là. C'était une agression humaine, institutionnelle, militaire, qui a dérangé les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, qui étaient déjà dans les lits d'hôpitaux, etc., et qui leur ont enlevé leurs soins habituels, qui les ont isolés. L'isolement humain est une des plus grandes sources de stress. Le stress va faire en sorte que tu vas rapidement développer une infection, le plus souvent respiratoire. Et on va dire, ah, COVID, on le savait. C'est ce qui s'est passé, à mes yeux. J'en conclus ça. Et je veux dire quelques mots maintenant. Mon épouse m'a dit, non, parle pas de géopolitique. Mais je veux dire quelques mots pour mettre dans le contexte géopolitique. Parce que cette agression militaire qui a été COVID, elle est dans un contexte de géopolitique. OK? Alors, je veux dire quelques grandes lignes à propos de la géopolitique. J'ai écrit un grand article d'analyse de géopolitique en 2019, qui est disponible à l'Internet. Mais je veux juste vous donner les grandes lignes. En 1971 environ, les États-Unis ont décidé de façon unilatérale de se soutirer à une entente financière qui s'appelait le Bretton Woods. Grâce à ça, ils ont fait en sorte qu'ils pouvaient imprimer la devise internationale qui était le dollar américain à volonté et que c'était eux les créateurs de cette devise-là. Ça veut dire qu'à partir du début des années 70, les États-Unis peuvent créer autant de richesses qu'ils veulent en imprimant simplement des devises. Et comme c'est la devise internationale, tous les pays ont besoin de cet argent-là pour acheter des ressources énergétiques, des ressources minières, toutes sortes de choses. Et donc, la richesse des États-Unis est imposée après la Deuxième Guerre mondiale de façon unilatérale du fait que c'est eux qui contrôlent la devise internationale. Ils peuvent donc donner prêter des milliards de dollars à des pauvres pays qui ne peuvent jamais rembourser et utiliser ça pour extraire toutes leurs ressources naturelles. Ils peuvent faire tout ce genre de choses. Et c'est l'origine du système d'exploitation global des États-Unis. Ensuite, il y a eu un autre gros changement au début des années 80, 1980.
ça a été que les États-Unis voyaient bien qu'ils n'arrivaient pas à pénétrer en Chine. Et ils connaissaient l'importance historique de la Chine, la puissance en population, la puissance en capacité d'avoir de la souveraineté, et ils voulaient pénétrer la Chine. Alors, ils ont invité la Chine à se joindre au système monétaire international et leur donner libre accès au dollar américain pour la production qu'ils feraient. À partir de 1980, donc, la Chine en a profité intelligemment, en gardant un contrôle politique et une souveraineté. Mais c'est à partir des années 80, c'est pas un accident, qu'il y a eu des sans-abri dans toutes les grandes villes occidentales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a eu des sans-abri visibles dans les grandes villes, c'était à peu près au début des années 80 que ça a commencé. Et c'était en lien direct avec transposer toute l'industrie occidentale vers la Chine. Donc, on n'a plus les mêmes travailleurs qui ont une image de soi, qui ont une raison d'être dans la société, qui sont productifs et tout ça, on les a transférés dans d'autres juridictions. Donc ça, c'était 1980. Après ça, le prochain grand événement géopolitique, c'était au début des années 90. C'était la dissolution de l'URSS, l'URSS. Cette dissolution est historique parce que l'Amérique en a profité pour augmenter d'un facteur 10 sa globalisation. Prendre tous les pays qui arrivaient à résister parce qu'ils avaient une association avec la Russie, avec l'URSS, et rentrer avec force, avec leur capital, avec leur corporation, et aussi en même temps prendre et acheter toutes les grandes corporations européennes, canadiennes, etc. Donc la globalisation a monté en flèche à partir du moment où l'URSS avait été affaiblie et s'était dissoute. Et ces grands changements géopolitiques-là ont transformé nos vies et ont préparé le terrain pour notre emplacement actuel, qui est un emplacement d'une guerre financière, mais qui va devenir une guerre chaude, entre le système indépendant basé en Asie, centré sur la Chine, qui est très productive, et le système occidental. Alors, l'Amérique, et ça va changer nos vies, et ça va changer toutes nos sociétés. L'Amérique a décidé de faire un blocus contre les échanges économiques avec la Chine. Ils ont complètement investi dans leurs vaisseaux pour interdire la transportation autour de la Chine. Ils prennent possession du canal Panama. Ils prennent possession du Groenland pour contrôler les voies maritimes du Nord. Ils s'imposent dans tous leurs pays clients, comme le Canada et l'Europe, etc., plus que jamais avant. Ils imposent des tarifs à une échelle comme on n'a jamais vu. Et c'est quoi le but? C'est d'intimider tous les pays à ne pas avoir d'échange économique avec la Chine. C'est ça les tarifs. C'est pas pour rendre l'Amérique plus productive, c'est pas pour rien d'autre. C'est une intimidation parce que les pays ont besoin du dollar américain. Ils ont donc besoin de vendre des produits à l'Amérique qui, elle, consomme pour qu'ils puissent, avec ces dollars américains-là, acheter ce dont ils ont besoin pour leur nation. Si on impose des tarifs, on a un levier pour obliger ces pays-là à faire exactement ce qu'on veut. Donc les tarifs, c'est pas rien, ça fait partie de cette guerre. Et cette guerre économique, ils font tout pour la rendre une guerre chaude. Que ce soit au Moyen-Orient et bientôt en Chine, à Taïwan, etc. Ils vont faire la même chose qu'ils ont fait en Ukraine. Donc la guerre s'en vient à l'échelle de à grands pas. Dans la décennie qui vient, il va y avoir, j'oserais prédire, il va y avoir une dépréciation de la valeur de notre argent de façon significative. Il va y avoir beaucoup d'inflation.
on va souffrir beaucoup et ça va transformer nos vies. Il va y avoir plus de tensions politiques dans tous les sens et c'est ce qui s'en vient. Alors je suis le porteur de cette bonne nouvelle. Et puis je pense que je peux arrêter ici. On va prendre une petite pause parce que je pense qu'on va changer le film là, mais je serais heureux de répondre aux questions. Puis je ne sais pas combien de temps il nous reste, puis je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. J'espère que c'est fait. Il reste 20 minutes pour la partie discussion. Pour les questions, ok. So, j'ai parlé plus que je pensais. Hein? Ok. Bon ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.